Comme la majorité de la population cinéphile mondiale, j'ai rencontré Orson Welles par Citizen Kane, son célèbre premier long-métrage. Et tout de suite, dès l'ouverture, j'ai été happé par la ténébreuse musique de Bernard Herrmann, sa première pour le cinéma, qui grondait comme dans un rêve pour atteindre le fameux Rosebud. Mais dans Citizen Kane, j'avais été également très marqué par les scènes d'opéra et cette chanteuse contrariée qui tentait de s'exprimer au son de cet air presque wagnérien du même Bernard Herrmann. Toujours dans Citizen Kane, j'aimais vraiment cette scène de revue avec Orson Welles en Monsieur Loyal, triomphant et peut-être un peu éméché. Dans Citizen Kane, il y avait même du jazz dans cette séquence nocturne étrangement habitée par cette musique au charme irrésistible. Juste après est arrivé The Magnificent Amberson, La splendeur des Amberson si vous préférez, deuxième long métrage mutilé du génie turbulent, dont l'ouverture est une splendeur comme un petit concerto délicieusement nostalgique écrit par Bernard Herrmann, encore lui, pour la voix entêtante du démiurge. The magnificence of the Ambersons began in 1873. Their splendor lasted throughout all the years that saw their Midland town spread and darken into a city. In that town, in those days, all the women who wore silk or velvet knew all the other women who wore silk or velvet, and everybody knew everybody else's family horse and carriage. Je ne connais pas grand-chose de plus beau, si ce n'est cette scène de bal en 2 temps et quelques mouvements, toujours dans La splendeur des Amberson, avec ces 2 amoureux transis qui continuent à danser quand tout le monde est parti. Herrmann et Welles s'étaient retrouvés une dernière fois sur Jane Eyre, mais cette fois Orson n'était que l'acteur principal du film de Robert Stevenson. Je me souviens que cette séquence m'avait terrifié, la musique de Bernard Herrmann n'y était pas pour rien. Mr. Rochester! Bon, évidemment, puisqu'on parle d'Orson Welles acteur, comment oublier le fameux thème à la sitar d'Anton Karas, pour le 3e homme de Carol Reed, qui annonçait la première apparition de l'insaisissable Harry Lime, un des rôles les plus marquants de l'ami Orson. Pour en revenir à ses activités de cinéaste, après Amberson, il y a eu Le Criminel, souvent sous-estimé, dont la musique du compositeur d'origine polonaise Bronislaw Kaper était particulièrement expressive dans cette impressionnante séquence. Et puis bien sûr La Dame de Shanghai, Rita Hayworth sous le regard d'un voyeur, roublard, libidineux, sublimé s'il en était besoin par cet air lyrique d'Heinz from Helde. La même Rita Hayworth était encore plus magique dans cette course très réussie et très mexicaine. Mais le vrai moment magique dans La Dame de Shanghai, c'était celui-là, Rita interprétant avec une délicatesse un peu triste cette chanson comme un souvenir. Don't take your arms away.
comes a change of heart, and who knows when the rain will start. Puisqu'on n'en finit jamais avec la Dame de Shanghai, je ne peux pas ne pas évoquer ces scènes de théâtre dans le Chinatown de San Francisco, où résonnaient comme d'étranges présages ces percussions chamaniques. Un petit pinchu. Backstage, Miss. Cette navigation au crépuscule au son du baya d'Ari Barroso, standard brésilien mondialement célèbre, me faisait aussi beaucoup d'effet. Ces images nocturnes, splendides, m'avaient fait penser à It's All True, un de ces films inachevés qui constituait une œuvre parallèle dans la filmographie d'Orson Welles, filmé en 1942 au Brésil, juste après le tournage de La Splendeur des Amberson, mais terminé définitivement en 1993. Ces images du carnaval de Rio, au début en noir et blanc sur Nega do Cabelo Duro, une vieille samba que j'adore, ou à la fin en couleur années 40 sur une autre samba éternelle, me mettaient dans un état d'euphorie indescriptible. Je ne dois pas être le seul. Guardai os vossos bandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Puisqu'on parle des films fantômes du grand Orson, j'aimais bien aussi Hearts of Age, son premier court-métrage en 1934, sur lequel un certain Michael Perrotta avait posé beaucoup plus tard ce folk étrange et captivant. Sinon, c'est bien connu, Welles avait pas mal flirté avec Shakespeare. En 1948, pour Macbeth par exemple, c'est le français Jacques Ibert, compositeur plus qu'estimable, qui s'était chargé de la BO dans un registre acide et un peu inquiétant. Mais aussi sur un versant beaucoup plus héroïque pour ce défilé médiéval. D'ailleurs, au début d'Othello, en 1952, Welles avait récidivé dans un style nettement plus funèbre, d'autant plus impressionnant avec cette musique d'Angelo Francesco Lavanino. Et encore, au générique de Falstaff, ce cortège de pèlerins comme une procession, toujours avec une musique d'Angelo Francesco Lavanino, cette fois d'une humeur plus enjouée. Ça m'avait fait penser à une autre procession dans Monsieur Arcadine, avec ses chants espagnols immémoriaux et ses cagoules qui évoquent l'Inquisition. Dans Monsieur Arcadine, je n'ai pas oublié non plus ce carnaval digne de Bruegel, avec cette musique de Paul Misraki, un compositeur qui savait tout faire. Bon, inexorablement, j'ai fini par en arriver à une de mes BO préférées d'Orson Welles, celle de La Soif du Mal. L'intensité qui se dégageait de ces images de Janet Leigh, comme traquée par les percussions et les cuivres de Henry Mancini, me plongeait dans une petite transe dont je n'avais pas envie de sortir. You can turn it off now, Buster. You're wasting your batteries. J'ai
J'ai donc poursuivi, toujours dans la soif du mal, toujours avec Janet Leigh, de plus en plus apeurée, et toujours avec Henry Mancini, ici en version méchamment rock'n'roll. Et puis bien sûr, le son de pianola venu d'un passé lointain, qui réunit deux monstres sacrés transformés en sacrés monstres, Marlene Dietrich et Orson Welles, genre de rencontre qu'on n'oublie jamais. We're closed. You've been cooking at this hour? Just cleaning up. J'ai moins de souvenirs du procès d'après Kafka, si ce n'est ce cauchemar d'Anthony Perkins mis en musique par Jean Ledru, encore un Français. You want me to have you taken to the sick room? Please don't trouble yourself. I feel fine if I could just get some air. It's not far now. En revanche, le charme de cette gymnopédie d'Eric Satie au générique d'une histoire immortelle, un film peu connu qu'Orson Welles avait réalisé pour le RTF, opérait immédiatement sur moi. C'était en 1967 et cette année-là, le grand Orson figurait aussi dans le casting de Casino Royale, cette parodie de James Bond où il jouait des DJ pour les oreilles intermittentes de Peter Sellers. Sinon, évidemment, j'adore les apparitions d'Orson Welles en magicien, comme dans le générique de la série très 70s, Orson Welles' Great Mysteries, au son de ce petit bijou musical signé John Barry. This is Orson Welles speaking. I'm bringing you now a story called La Grande Bretèche. Dans le genre, cet improbable numéro dans The Magic Show, encore un film inachevé du maestro, pendant Sun Ra, sorte de piste aux étoiles sous acide, agrémenté de raga indien avec Orson, roi de l'hypnose, est absolument imparable. Ladies and gentlemen, I must ask for absolute silence, as the slightest noise might prove fatal to the young lady. Tout comme ce tour de prestidigitation en plein air, dans A Safe Place d'Henry Jaglom au début des années 70, avec Charles Trenet, puis Edith Piaf en bande-son, du meilleur effet vraiment. Tout ça m'avait donné envie de rester en France, plus précisément sur la Côte d'Azur dans F for Fake, Vérité et mensonge, éloge des faussaires qui mettaient en vedette les gens de Doya Kodar, dernière compagne de Welles, et la musique de Michel Legrand, tous deux embarqués dans un cache-cache avec les yeux de Picasso, sur tempo rapide. Mais aussi en version ralentie, tout aussi étourdissante. Bien sûr, ça aurait fait une fin presque parfaite, mais ça aurait été tout de même dommage de passer à la trappe l'ultime collaboration, à titre posthume, entre Welles et Legrand, les deux géants. Et oui, surgit des larmes, voici The Other Side of the Wind, film reconstitué il y a quelques années, à
partir des rushs laissés par l'ami Orson et qui bénéficie d'un score de Michel Legrand, le dernier d'une très longue série. Une sorte d'éblouissement avec la belle Oya Kodar, toujours omniprésente. La même Oya Kodar qu'on retrouvait également dans cette séquence The Other Side of the Wind, au son d'un groupe totalement culte, The Blue Cheer. Cette fois-ci, je tenais ma faim. Orson au pays du rock psyché, le genre de gourmandise qui me permettait de vous quitter l'esprit léger, l'esprit libre, comme celui d'Orson Welles.